Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Fin d'une ère en Syrie. Le président Bachar al-Assad a quitté le pays. Oh mon Dieu. Nous sommes en guerre. Je n'ai en réalité jamais ressenti de misogynie. Et la première fois où j'en ai ressenti, c'est précisément pendant cette séquence. Ah oui? Nous sommes en guerre. Marine Le Pen est une femme vexée. Nous sommes en guerre. À Notre-Dame, célébré autre jour historique, la première messe ouverte au public depuis 5 ans. Après l'effroi vint le soleil et la voilà de ces merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. Nous sommes en guerre. Alléluia, nous sommes en guerre, ça va pas vraiment ensemble, mais vous savez, en ce moment, tout va ensemble et à tous les étages. Alors, eh bien, on va évidemment revenir sur cet extraordinaire conclave, il faut le dire, même si le pape n'était pas en voie d'être élu, ce conclave qui s'est passé à Notre-Dame de Paris pour la résurrection de la cathédrale. Ils sont venus, ils étaient tous là, hommes politiques presque du monde entier, hommes politiques de France et femmes politiques de France, tout le monde était là, entourés de qui? Des deux voyous un peu, qu'on pourrait dire, bad boys, Elon Musk et Donald Trump, et il fallait voir sur les images, effectivement, ces mines soit énamourées, soit méfiantes, en train de les regarder. Là, c'est le type en disant qu'est-ce qu'ils viennent faire et pourquoi. On va en parler très longtemps avec Charles Gave, que nous avons évidemment toujours plaisir à recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? S'est-il agi d'une grande messe géopolitique aussi, à part le miracle de Notre-Dame, évidemment. Et puis nous allons parler évidemment d'Alep, de Syrie, cette chute inattendue apparemment de Bachar el-Assad. En une semaine, le régime s'est effondré, les troupes syriennes se sont évaporées, et puis arrivent effectivement, comme par hasard, les mouvements Tahrir el-Sham, c'est-à-dire la libération de Damas, le Sham étant effectivement beaucoup plus que cela. Est-ce que c'est le retour d'Al-Qaïda, de Daesh, des islamistes en Syrie? On va en parler avec aussi Patrice Franceschi, qui connaît très très bien, qui est allé à plusieurs reprises. On va parler aussi des minorités là-bas. Que va-t-il passer des chrétiens d'Orient, du Proche-Orient, des Kurdes, toutes ces minorités-là? On va en parler aussi avec Pierre Lecorf, qui est un humanitaire et qui habite à Alep depuis 9 ans. Et je rappelle que Charles Gave est né à Alep, mais on va en parler longuement de tout cela. Et puis, père, lui, bravo, évidemment, Marine Le Pen face à Christine Kelly. Qu'est-ce qu'elle avait à dire? Effectivement, les attentats, oui, il y a 3 jeunes djihadistes ou pas qui voulaient venger les vaincus de Charles Martel à Poitiers. Oui. Attentat à Poitiers pour venger 732. Voilà. Et puis Macron, évidemment. Et enfin, nous allons parler un peu différemment. Nous sommes à la veille des vacances, de Noël, de Nouvel An. Eh bien, les voyages, c'est très, très, très important. Voyager dans son cœur, dans son âme, ses yeux. On va recevoir un voyagiste, quelqu'un qui depuis 50 ans a parcouru le monde entier, Jean-Alexis Pougatch, qui a écrit L'œil du voyageur. Voilà, à tout de suite, préparez-vous, attention, ça va être très 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 lourd. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Il est revenu le temps des cathédrales. Oui, il était temps effectivement que Notre-Dame de Paris retrouve sa splendeur. Mais elle n'était pas seule. Ils étaient très nombreux à être venus samedi soir. Et quels enseignements, les enseignements religieux, la décoration, tout cela on en a parlé. Mais politiquement et géopolitiquement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi vint le soleil, et la voilà de ces merveilles. Il est
Le temps de l'Alléluia est revenu, oui, très belle interprétation par Vianney de la très célèbre et cultissime chanson de Leonard Cohen, Alléluia, bien sûr. Alors, ils étaient effectivement tous là. C'était vraiment un parvis, le parvis, la nef remplie. Chefs d'État nationaux, donc Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, et Biden, qui est encore président jusqu'au 20 janvier, représenté par sa femme et sa fille. Volodymyr Zelensky était également présent, Serge Mattarella, Italie, avec Giorgia Meloni, Franz Walter Steinmeier, Andrzej Duda de Pologne, Salomé Jourabishvili de Géorgie, Jourabishvili, le roi Philippe d'Espagne, Mohamed VI du Maroc, Abdallah de Jordanie, Philippe et Mathilde de Belgique, etc., etc. Et le prince William qui représentait le Royaume-Uni. Et en fait, et puis beaucoup d'autres encore. Et puis évidemment, il y a deux personnes qui ont focalisé, et vous avez tous vu, évidemment, tous et toutes vu les images à la télévision, sur les réseaux sociaux, de cette espèce d'assemblage, et de tous qui regardaient, effectivement, fixés, un peu, non pas tétanisés, mais vraiment un peu sidérés par l'homme à la houppette orange, Donald Trump, et le Tesla X-Boy et compagnie, Elon Musk. Et cette photo d'Elon Musk traversant effectivement la nef sous les yeux des spectateurs, hommes politiques et compagnie. Charles Gave, qu'est-ce que ça vous inspire, ce grand conclave ? Ça m'a beaucoup amusé parce que quand j'étais jeune, j'ai vu toute une série de westerns qui étaient tous meilleurs les uns que les autres. Et dans la plupart des westerns, vous savez, il y avait des méchants garçons qui foutaient la ville en l'air. Et puis il y avait le shérif qui revenait. Et puis parfois avec un acolyte qui était un peu douteux, vaguement comme Dean Martin, qui était un petit peu... Rio Bravo, le train sifflera 3 fois, Gary Cooper. Ouais. Et là, c'était le retour du shérif. Ah ouais. Et on sentait qu'ils avaient tous peur. Ils avaient peur carrément. Ils avaient peur de lui parce que... Pourquoi ? Parce que c'est le retour de celui qui représente le peuple. Et eux, ils ne représentent rien, si c'était cette classe qui a essayé de prendre le pouvoir dont j'ai parlé si longtemps. Et il était accompagné par son prophète. J'ai dit chez vous que Musk, c'était le Solzhenitsyn de notre époque, c'est-à-dire celui qui, étant passé par toutes les saloperies, Solzhenitsyn, il était le goulag, ce qui était nécessaire pour comprendre l'Union soviétique. Et je crois que Musk, il est passé par les États-Unis pour devenir milliardaire, et il représente un peu le rêve américain à son paroxysme. Et en plus, il a une mission parce que les woke ont tué un de ses fils. Vous savez... Ouais, ont tué entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont transformé un de ses fils, oui. Qui est devenu transgenre, etc. Je crois qu'il en est mort d'ailleurs. Et donc, les deux sont des hommes qui ont une mission, qui portent quelque chose. Vous pensez qu'ils sont vraiment... Ils sont habités. Ils sont habités par une mission. Oui. Ils sont habités par une mission. Et c'est ça que tous ces autres qui sont habités par le désir de rester dans les postes importants ont eu peur parce que c'était une condamnation vivante de ce qu'ils ne sont pas. Et ce parterre d'anciens présidents, absolument, de députés... Et regardez, j'ai vu que par exemple Barnier, regardez... le président américain, presque méchamment, quoi. Il était... parce que Barnier aurait pu être, s'il avait accepté la mission, s'il avait eu ce courage, il aurait pu être un de ceux-là. S'il avait présenté un vrai programme, quoi. S'il avait présenté un vrai programme, mais s'il a un programme de rupture avec tous ceux qui étaient autour de lui. Et lui, il l'a pas fait. Et donc, il devait sentir une espèce de tristesse à l'idée de dire, j'aurais pu être celui qui recevait... en quelque sorte, Trump d'égal à égal. Oui. Et non, il l'a pas fait. Et il y a eu aussi cette entrevue juste avant la rencontre de Notre-Dame entre Zelensky et Trump avec Macron, bien sûr, et on les a vus poser les trois. Et on a vu on leur avait donné leurs ordres de mission, et c'était, ils étaient comme deux petits garçons. Vous exagérez pas un peu, cher Charles Gave, quand même? Pas du tout. Non. Je crois qu'il leur avait...
Il leur avait chanté la chanson et je crois qu'il leur avait Et dit... danser sur les paroles et le rythme. Il leur a dit, vous danserez comme quand je vous le dirai. Et en fait, c'est vrai. Alors, allons plus loin, justement. Qu'est-ce que ça traduit, en fait, l'arrivée de Trump, de Musk, de Robert Kennedy Jr., justement, et de on va parler ensuite de la série. De Patel. Tulsi Gabbard, de Kash Patel au FBI. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, si vous voulez, la première fois, Trump s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'il est arrivé et il s'est entouré de gens qui faisaient partie de cet état profond, tout en disant qu'ils voulaient le détruire. Mais il n'avait pas d'expérience. Et puis, ils l'ont tellement fait braire, et pendant son premier mandat, et ensuite, quand il s'est présenté, ils ont essayé d'utiliser toutes les armes, et en particulier la justice, pour le faire tomber. Et ils n'y sont pas arrivés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est le grand retour de ce que j'appelle la légitimité. C'est-à-dire, vous savez que pour qu'un système politique fonctionne, il faut qu'il y ait une adéquation entre la légalité et la légitimité. Et que les élections ont donné à Trump, puisqu'il a eu le vote populaire et le vote des grands électeurs, c'est ça. Et maintenant, il est à la fois légal et légitime aux yeux du peuple américain. Et partout, on a essayé d'enlever cette notion de légitimité. Par exemple, il est évident que l'Europe n'est pas légitime. Elle est peut-être légale, mais elle n'est pas légitime. Mais l'Union européenne, parlons, c'est ça, oui. Le président français est légal aujourd'hui, mais n'est plus légitime, ce qui est d'ailleurs une contradiction en termes gaullistes, puisque dès que De Gaulle n'est plus sorti de légitime, il est parti, qui était quand même le fondateur. Et donc, on se retrouve avec le retour de la politique sur le management. Ouais. C'est-à-dire que le management avait pris la place de la politique, la financiarisation, la bureaucratisation, l'administration. Tout était fait par des petits hommes gris, et c'est la victoire des hommes libres sur les petits hommes gris. Et je veux dire que ça me remplit d'aise et de bonheur. Oui, je vous sens beaucoup plus optimiste qu'à l'accoutumée. Ben voilà, c'est-à-dire que j'ai rarement été assez optimiste, puisque je dis qu'on va assister à la deuxième chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un livre que j'avais écrit il y a 1 an, dans lequel je disais l'empire du mal, c'était l'Union soviétique, et puis il est tombé, et on s'est dit chouette, on va pouvoir vivre libre, et il a été remplacé par l'empire du mensonge. C'est-à-dire ces gens qui prétendaient avoir une vision à long terme, etc., et qui en fait voulaient prendre le pouvoir pour leur caste, et même au niveau mondial. Et ce projet est en train de s'écrouler, c'est-à-dire qu'on va revenir les nations. Et Jean-Paul II disait qu'une démocratie ne peut pas exister en dehors d'une nation, parce que dans une nation, celui qui a perdu accepte d'avoir perdu. Alors et c'était Jean-Claude Juncker qui disait le pouvoir européen ira plus loin que la démocratie. Enfin, c'était pas exactement ça. On ne peut pas réformer l'Europe de façon démocratique. Voilà. C'est ce qu'il avait dit. Ce qui était une monstruosité. C'est-à-dire, ils savent tous qu'ils ne sont pas démocratiques. Ils nous chantent la petite chanson de la démocratie. Je suis là pour protéger la démocratie. Mais en fait, ils protègent les intérêts d'une classe parfaitement déterminée. Et c'est donc la victoire de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Alors on va continuer d'en parler juste après cette petite pause, parce que justement, qu'est-ce que ça signifie à la fois pour l'Europe, en général, pour la France en particulier et pour nous, ce qui s'est passé, ce qui a sonné à Notre-Dame. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le président de l'Institut des Libertés, Charles Gave, qui vient d'écrire un bouquin sur l'épargne. Oui. Mais là, on va pas s'épargner notre effort, on l'avait reçu d'ailleurs pour ça, pour dire au fond quel serait et quel sera l'impact de cette nouvelle équipe qui s'installe, je le rappelle, le 20 janvier prochain à Washington et ailleurs. Donc l'impact de... Alors on a parlé un peu de qui ils sont, mais au niveau de l'Europe en général et de la France en particulier, Charles Gave. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. Je crois que le programme, on le connaît tous, c'est America First. Clair. Ça, c'est net et c'est précis. On va s'occuper d'abord de notre pays, de notre peuple, quoi. On va s'occuper d'abord des intérêts du pays. Ce que devrait faire tout gouvernement, d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on a cessé de faire en Europe il y a déjà un petit moment. Donc, et dès le départ, Trump a annoncé la couleur.
il va s'intéresser à la défense de l'Europe, et qui est assurée par les États-Unis depuis 1945, mettons. Et là, ça devient intéressant parce que les Finlandais, qui savent de quoi ils parlent, ont un proverbe que j'aime beaucoup qui dit dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Vous savez, ils avaient d'un côté la Suède, qui était une grande puissance, de l'autre côté de la Russie, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Et en Europe, on a décidé d'avoir l'armée du pays d'à côté, que ce serait les États-Unis. Il y a longtemps. Donc on n'a plus d'armée. On avait le parapluie américain, l'OTAN, et donc on pouvait se permettre de tailler des croupières économiquement aux États-Unis parce qu'on n'avait pas à supporter 3 ou 4% de budget de défense nationale. Donc c'était. Et maintenant, ce que dit Trump, c'est si vous voulez que l'armée des États-Unis reste, ça va vous coûter tant. Bon. Imaginons qu'on dise non, on n'a pas les moyens, on peut pas, etc. Parce qu'on peut pas débourser 4 ou 600 milliards d'euros comme ça, boum, pour d'un seul coup. Vu la dette, on la connaît. Vu la dette, vu notre situation de nos budgets, aussi bien en Allemagne qu'en France que partout, on peut pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible que l'armée américaine s'en aille. Ah, vous pensez qu'il irait jusque-là ? Enlever les centaines de bases de l'OTAN oui, mais en même temps, pourquoi resterait-il hein, l'Europe, il y a plus grand-chose d'économique qui se passe en Europe. Hein, s'il doit mettre des armées, c'est plutôt sur l'autre océan, sur le Pacifique. C'est plus. Il y a un pays qui continuera à avoir des relations, c'est la Grande-Bretagne, parce que c'est en quelque sorte, c'est la mer. On va pas laisser tomber sa mer, mais les autres. Et à ce moment-là, si vous devez vous poser la question, s'il n'y a plus d'armée locale, s'il n'y a plus l'armée américaine, quelles sont les armées qui peuvent nous protéger, s'occuper de nous il n'y en a que 2 en Europe. C'est l'armée turque ou l'armée russe. Intéressante perspective. Et donc, il va falloir que l'Europe fasse le choix dans les années qui viennent entre l'armée turque ou l'armée russe. Et il y a un certain nombre de gens qui, au cas où on choisirait l'armée russe, vont devoir bouffer leur chapeau. Et plus que ça. Ouais. Mais quand vous et dites-moi, et pourquoi on ferait pas, enfin tout le monde parle depuis quelque temps de l'armée européenne. Mais c'est pas possible ça. Vous allez pas envoyer des avocats bruxellois qui ont 50 ans, qui sont buveurs de bière, courir dans les Aurès. Hein, c'est une armée, c'est fait de gens jeunes. C'est pas fait de 45 ans, 50 ans, 60 ans. Oui, vous regardez si on peut pas payer nos retraites parce qu'on n'a plus d'enfants, je vois pas comment on peut avoir une armée. C'est le même problème. Les deux sont joints. Donc, oui, ça va être un gros problème. Et alors, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on peut se poser... C'est-à-dire, en fait, on va être, comment dire, c'est Rimbaud qui disait « Nous voici remis sur terre face à la réalité rugueuse à étreindre. Voilà. » C'est ça. On est face à nous-mêmes, quoi. On est face à nous-mêmes et on va devoir payer toutes les erreurs qui ont été faites depuis depuis 30-40 ans. Et c'est le moment où la note va être présentée. Oui, ça va risquer d'être un petit peu délicat. Et là, ou alors, il y a une autre possibilité, si vous voulez, c'est que la France, l'Italie, l'Espagne décident d'unir leurs forces pour protéger la Méditerranée. Ouais. Mais à ce moment-là, ça implique qu'on le fasse en dehors de l'OTAN. Puisque pour l'instant, l'OTAN et les bases de l'OTAN qui protègent la Méditerranée sont en Italie. Et donc, il va falloir revoir complètement notre doctrine militaire. Oui, vaste programme, comme on dit. Surtout que les généraux sont toujours excellents pour se battre en fonction de la guerre précédente. Mais la guerre suivante, en général, ils ne sont pas très préparés. Alors, on va parler de tout cela avec quelqu'un qui connaît bien le terrain, qui est Patrice Franceschi, l'écrivain, l'aventurier au bon sens du terme, Patrice Franceschi, et avec vous, Charles Gave, tout de suite après ceci, mais on va passer à sa balance. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. L'hymne national syrien, en tout cas c'était l'hymne national syrien, effectivement, avec le nouveau régime qui s'installe, Jabhat Tahrir Sham, le front de libération du Cham, en fait c'est Damas, mais en fait c'est beaucoup plus
vaste que Damas, qui vient de s'installer. Vous savez que le régime s'est effondré comme un château de cartes. On ne sait pas si Assad est à Moscou. Moscou n'a pas confirmé ni infirmé. On pensait que l'avion avait été abattu, mais on pense que Assad est vivant. Enfin, toujours est-il que l'armée syrienne, ça a été une débandade, et effectivement, on pose la question, est-ce qu'on va retrouver Daesh, Al-Qaïda, sous de nouveaux noms, que vont devenir les minorités, etc. Et alors, Charles Gave, juste un moment avant de poser la question à Patrice Franceschi, je viens d'apprendre, je ne savais pas que vous étiez né à Alep et que votre père était gouverneur des Alaouites d'Orient, votre grand-père. Mon grand-père était gouverneur des Alaouites pendant le mandat français. Et mon père faisait partie qui avait réussi à séduire la fille du gouverneur, ce qui était quand même bien. C'est bien ça. Un jeune officier. Il avait, vous savez, à un moment, les Anglais sont rentrés en Syrie parce que les troupes françaises étaient en train de livrer la Syrie aux Allemands. C'était le général Dentz, je crois. Et donc, De Gaulle a donné l'ordre aux officiers français de rester pour maintenir le mandat. Et Pétain a donné l'ordre aux officiers français de rentrer. Il y en avait 500 officiers français Syrie à l'époque. Il y en a 488 qui sont partis et 12 qui sont restés sous le commandement de mon père. Donc, vous voyez, c'était pour vous dire que les résistants sont jamais très nombreux. Et mon père a été condamné à mort, d'ailleurs, par un tribunal militaire qui était à Montpellier. Et je crois qu'il était celui qui était le patron du tribunal, c'était le général de Lattre de Tassigny, qui était en 41, qui n'avait pas encore découvert qu'il était gaulliste, quoi. Et donc, ça arrive. Il y a eu beaucoup de résistants en 45. Hein. Et donc, voilà, c'est que, oui... Et vous êtes né à Alep, alors? Je suis né à Alep, et j'ai toujours suivi ma sœur avec eux au Liban pendant des années. Et j'ai toujours été fasciné par le Moyen-Orient d'autrefois, parce que c'était un pays où il y avait des civilisations. Tout le monde était passé en Syrie, hein, tout le monde dans l'histoire. Donc il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait les maronites, il y avait les arméniens, il y a toute une série de gens. Ils s'entendaient assez bien. De temps en temps, il y avait des pétés, ça partait mal. Et à ce moment-là, les Turcs agissaient avec leur subtilité habituelle. Ils massacraient tout le monde pour leur apprendre qu'il fallait vivre les uns avec les autres, quoi. Donc, et donc, tant que la patte turque était sur le Moyen-Orient, ça allait à peu près. Mais depuis, on a eu un nettoyage ethnique qui a été incroyable et qui a détruit le Moyen-Orient que j'aimais, puisqu'il y avait, je crois, 30 ou 40% de chrétiens, par exemple, en Syrie. Maintenant, il en restait 2 ou 3. Et presque 50% au Liban. 50% au Liban. Il en reste maintenant beaucoup moins. Je crois un quart. Un quart. Et puis, vous alliez partout où vous alliez. Par exemple, Bagdad était la grande ville juive. C'était là où il y avait les Juifs depuis 3000 ans. Je crois que pour la première Torah a été là-bas. Talmud. Et donc vous aviez cette espèce, c'était un mélange de civilisations qui en faisait quelque chose de très intéressant. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un désert. C'est devenu un désert intellectuel, c'est devenu un désert... On va en parler justement, Charles Gave, avec Patrice Franceschi. Alors Patrice Franceschi, je rappelle, on l'a reçu, toujours avec plaisir, à plusieurs reprises, pour ses essais, ses romans. On va parler de son dernier livre, de son plus récent livre. Mais alors, Patrice Franceschi, vous êtes battu, vous, aux côtés des Kurdes, enfin, vous étiez, en tout cas, en tant qu'observateur, aussi bien en Irak, vous connaissez bien la Syrie. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 choses sur lesquelles, à mon avis, il faut parler ici, parce qu'on n'en parle pas assez dans les autres médias, je suis assez stupéfait. C'est premièrement, on essaie de nous vendre l'arrivée du nouveau pouvoir comme étant... finalement, peut-être d'anciens djihadismes, enfin, qui vont... Oui, modérés. Ça n'existe pas. C'est comme de l'eau sèche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça me rappelle une chose assez phénoménale, c'est ce que vous venez de 1979, l'arrivée de l'ayatollah Khomeini à Téhéran. La haine du Shah d'Iran était telle, comme aujourd'hui celle de Bachar el-Assad, et d'un point de vue moral, parfaitement justifié. Bien sûr. Que ça nous aveuglait complètement sur le nouveau pouvoir qui s'installait. Et on a vu par la suite... HTS, l'armée nationale syrienne dans le nord qui combat les Kurdes, tout ça, ce sont des djihadistes recyclés sous d'autres noms, ou c'est d'anciens Al-Qaïda, ou c'est Al-Nosra, ou bien c'est Daesh. Sans oublier la brigade des djihadistes étrangers, composés essentiellement de Français, entre 150 et 200, sous les ordres de Djolani. On ne sait pas très bien où ils sont en ce moment, Homs, Alep. Ah, c'était Djolani, l'actuel homme fort, qui dirigeait la... Oui. HTS, ceux qui viennent de prendre le pouvoir, d'ailleurs, ça risque de mal se passer dans les semaines qui viennent, c'est
un conglomérat d'un tas de mouvements djihadistes qui n'ont cessé de s'entretuer, qui ont été regroupés par les Turcs. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'agenda turc. Ils ont été regroupés dans l'agenda d'Idlib pendant quelques années, et du fait de l'affaissement de l'Iran et de la Russie, ils ont attaqué, ils ont pris le pouvoir. Mais ce sont les mêmes. Sauf que ils utilisent la technique des frères musulmans, des Ikhwani, c'est-à-dire la taqiyya, le double langage. Il faut absolument éviter ce qui s'est passé avec les talibans à Kaboul ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on soit rejeté par la communauté internationale. Pas avoir des scènes de décapitation, etc. On verra pas ça. C'est très malin. On ment un peu. Absolument pas question d'être rejeté, comme de faire les erreurs que les autres groupes islamistes ou autres, comme les talibans, ont commis. Donc, on va se présenter comme étant vraiment des gens très sympathiques. Et quand on aura stabilisé le pouvoir, qu'on aura convaincu l'Occident de baisser sa garde et ses défenses, alors on fera ce que l'on veut. Joulani et les autres, dans la zone d'Idlib, je rappelle que c'est la charia, c'est le califat, c'est tout ce qu'on veut. L'objectif de ces gens-là, c'est de réinstaurer sous un nom ou un autre le califat. Il y a Daesh en même temps. Tout ça, ce sont des gens qui ne s'aiment pas beaucoup, qui peut-être s'entretueront demain, mais en tout cas, ou feront exploser la Syrie, mais en tout cas, il ne faut pas se tromper sur ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Ce sont des djihadistes, ce sont des gens qui détestent l'Occident, et particulièrement les Français. Ce ne sont pas nos amis. On peut se réjouir moralement de la chute de Bachar. Parce que Bachar n'était pas un ange, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il avait les mains dans le sang, et je l'ai toujours attaqué, et toujours refusé. Il avait les mains dans le sang jusqu'au coude. Donc d'un point de vue moral, c'est formidable qu'il ne soit plus là. D'un point de vue politique, ceux qui le remplacent, c'est peut-être pire. Donc on ne peut pas se réjouir. Et enfin, il y a les Kurdes. Alors les Kurdes, nos alliés, ceux qui ont combattu Daesh, qui l'ont vaincu, qui ont perdu beaucoup de monde. Il faut rappeler que la marche de Daesh a été stoppée aussi par les Kurdes. Sûr, par les Kurdes, que nous avons aidés entre en gros 2014 et 2019, puis que nous avons abandonné. C'était Trump déjà à l'époque, qui a fait que les Turcs, qui sont partout à la manœuvre, ont reconquis une partie du territoire kurde. En ce moment même, il y a des combats terribles entre l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les Turcs, et eux, c'est pire peut-être que HTS, du côté de Manbij sur l'Euphrate et un peu partout. Ce que me disent mes camarades kurdes en ce moment, malheureusement je suis pas là-bas, on verra peut-être demain, mais en tout cas je les écoute tous les jours, c'est que les Américains, l'appui aérien qu'ils leur avaient donné jusqu'à présent a disparu. Ils ont le sentiment d'être vraiment abandonnés comme des chiens, c'est-à-dire que finalement, dans tous les accords qu'il y a... Pardon, là aujourd'hui on a appris hier que l'armée américaine avait envoyé 75, ils ont bombardé à 75 reprises les Daeshistes ou les Tahrir hier. Voilà, parce que quand c'est Daesh, ils sont là. Les Daesh n'en veulent pas. Quand sont les Turcs, ils ne sont pas là. D'accord. En ce moment, il y a peut-être, dans tous les accords qu'il y a eu, au Qatar il y a peu de temps, on ne sait pas très bien les accords exacts, mais il est possible que les Américains aient dit aux Turcs, on vous redonne comme en 2019 une partie du Kurdistan syrien, mais évidemment Daesh on n'en veut pas dans le sud d'ailleurs, alors on continue à les combattre. Autrement dit, les Kurdes plus que jamais vont être instrumentalisés, et pas à leur profit, mais au profit de l'Occident. Tout ça c'est à la fois triste, pénible d'un point de vue moral, et une faute politique terrible. Parce que laisser aux Turcs, qui sont les parrains de ces djihadistes, dans l'ensemble, éradiquer nos camarades kurdes, c'est réinstaller dans ces zones-là, à la frontière de la Syrie, de toute façon, des gens, des islamistes qui sont nos ennemis. La crainte actuelle, par exemple, c'est que c'est le fantasme de tous ces djihadistes qui sont en Syrie. Il y a deux grands camps, Alol et Roj, tenus par les Kurdes, beaucoup plus à l'est, dans lesquels il y a environ 50 000 djihadistes prisonniers. Et pas mal de Français. Actuellement. Un peu plus même que ça, en comptant les femmes, les enfants, etc. Le fantasme de ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie, c'est évidemment d'aller délivrer ces gens-là. Ce qui serait la pire des choses pour nous, à tout point de vue. Donc ce qui se joue en ce moment, c'est ne pas commettre la faute politique de croire que ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Damas sont des gens avec qui on va pouvoir négocier. Il n'y a rien à attendre d'eux de positif. Et deuxièmement, qu'il y a un angle mort politique et militaire sur les Kurdes, qui sont les seuls avec qui on peut faire quelque chose. Qui se battent sur le terrain et véritablement. Et qui partagent l'ensemble de nos valeurs. Alors, juste un mot avant de redonner la parole aussi à Charles Gave. Et vous, là, sans faire de prédiction, on n'est pas là pour faire la voyance. Mais est-ce que ça, aujourd'hui, avec ce qui se passe, parce que l'armée syrienne a disparu. Alors, juste un mot. Comment ça se fait que l'armée syrienne s'est effondrée en 3 jours et demi? Plus d'armée syrienne, rien. L'armée syrienne ne valait rien depuis un petit moment. Corruption, délitement, tout ça. Ce qui la défendait, c'était évidemment le Hezbollah, les milices chiites, les Russes pour l'appui aérien, et quand même, il y avait des unités alaouites, donc celles du régime, qui de toute façon n'avaient pas le choix, qui normalement étaient fidèles, loyalistes et efficaces. Elles ont disparu, donc on ne sait pas très bien
Pourquoi et comment? Ou c'est une fuite éperdue, ou il y a eu des accords, on ne sait pas très bien, on le saura un peu plus tard. En tout cas, je pense que ça a même surpris les Turcs que leur... Ah oui, parce que 3 jours, si vite, même pas. si vite. Mais puisqu'il s'agit vraiment de l'agenda turc, dans l'affaire, les Turcs qui sont responsables du nettoyage ethnique du nord de la Syrie, dans la région d'Afrine, les Turcs qui ont envoyé, il faut le rappeler, dans le Haut-Karabakh, en Arménie, les mêmes djihadistes de l'ANS contre les Arméniens et qui ont fait le nettoyage ethnique que l'on connaît il y a 2 ans. Tout ça, ce sont ces gens qui sont à la meule et financés par le Qatar. Il faut dire les choses en réalité. Comme d'habitude, oui. Et c'est pas vraiment nos amis, tous ces gens-là. Et ce qui est très inquiétant d'un point de vue sécuritaire, car les intérêts sécuritaires de la France et des Kurdes ont toujours été liés, c'est effectivement que ces centaines de djihadistes français, eh bien finalement maintenant, et pignon sur rue, ils se montrent pas. Mais enfin, ils sont sortis de leur tanière de Idlib, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer par la suite. Donc, il faut parler avec les gens qui sont à Damas maintenant. Il faut parler avec tout le monde. Mais surtout, ne pas croire que ce sont des gens qui ont revu leur position antérieure de djihadistes. C'est vraiment de vrais djihadistes, de vrais islamistes. Et il faut juste penser, en travaillant avec eux, en discutant avec eux, à qui on a affaire. Charles Gave, qu'est-ce que ça vous inspire c'est connu comme le loup blanc, ça s'appelle la taquilla, non? Bien sûr, ce que vient de dire la taquilla, le double langage, ce qu'ils utilisent maintenant, je me mets en costume cravate et donc tu vas croire effectivement que je suis comme toi et sympathique, et ainsi de suite. Et donc là on a un vrai problème. Et ce que vous semblez suggérer, c'est que les nettoyages ethniques vont reprendre avec beaucoup d'intensité. Et là, il y a les Kurdes, mais il y a aussi les Alaouites, qui sont les chrétiens. Les chrétiens, mais il en reste si peu que... c'est pas... Mais ce qu'il y a d'étonnant dans ce qui s'est passé, c'est donc l'effondrement des milices alaouites, parce que eux, ils savent que la taquilla, ça existe, et ils savent que si... c'est le mystère dont je parlais tout à l'heure. C'est pas les accords qu'il y a pu y avoir entre les Russes, les Turcs, les Qataris, etc., pour leur dire, vous ne résistez pas... et on va pas vous massacrer. Tout ça, il y a eu marchandage, là. Il y a des marchandages, c'est certain qu'il y a eu lieu. Il y a eu certainement un marchandage. Évidemment, ce qu'il faut dire aussi à ce moment-là, c'est que c'est une énorme défaite pour la Russie. Et pour l'Iran. Et pour l'Iran. Évidemment. Donc, tout l'axe chiite qui partait des Alaouites et qui arrivait jusqu'à Bassora en Irak, et tout ça, cette espèce d'axe qui barrait le Moyen-Orient, c'est fini. Ça veut dire que le prochain à tomber, ça va être les Iraniens. En tout cas, on peut se poser la question. Si on peut vraiment faire un peu de politique fiction, effectivement, le régime iranien est très affaibli par ses échecs. Il a perdu le Hamas, il a perdu le Hezbollah au Liban, il a perdu cet axe, son croissant chiite qu'il avait mis du temps à construire. Et il faut rappeler que, au-delà du régime épouvantable qu'il y a à Téhéran, l'Iran avait été, avant ce régime, avant l'ayatollah Khomeini, un des grands alliés de l'Occident, d'Israël, etc. Bien sûr. Ça là peut revenir, et pour le plus grand bien d'abord des Iraniens, peut revenir demain. Mais je pense que c'est encore assez solide, malheureusement. Ce ne sera pas pour demain matin. C'est clair. Il faut espérer que ce soit pour un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, vous faites bien de parler des nettoyages ethniques, parce que, et la presse n'en a pas du tout parlé, Tal Rifat, ces villes qui ont été perdues, les centaines de milliers de Kurdes qui ont dû fuir les régions où les islamistes les attaquaient dans l'ouest pour se réfugier de l'autre côté de l'Euphrate à l'est, tout ça, ça disparaît des écrans radars journalistiques. Je suis impressionné. Parce qu'une fois, quand il s'agissait, rappelez-vous, de Kobané, les combattants de Kurdes qui se battaient, Kobané, on en parlait, c'était les héros. Maintenant que finalement, on se laisse leurrer par les djihadistes à Damas, libérateurs de ce tyran qui était Bachar al-Assad. Donc automatiquement, puisqu'ils sont contre ce tyran, ce sont des gens très bien. C'est fantastique comme quoi la presse ne veut pas voir là où parfois les choses se passent. Vous vous rappelez cette anecdote qui m'a été racontée au Proche-Orient, savez-vous la différence entre un islamiste radical et un islamiste modéré? Eh bien, vous savez, quand on fait la lapidation, eh bien, l'islamiste radical emploie des parpaings, l'islamiste modéré emploie des cailloux. Voilà. Il suffit de voir. Bon, tous ces gens-là sont partis de la région d'Idlib, dans le nord-ouest, qui est une zone contrôlée par les Turcs, financée par les Qataris, et dans lesquelles les Turcs sont arrivés à agglomérer à peu près toutes ces factions qui s'entretuaient de djihadistes. Dans cette région-là, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, avec Joulani, etc. C'est un totalitarisme islamique complet. Comment pouvoir penser que 15 jours plus tard, ils ont complètement changé? Non, c'est taquilla, double langage, essayer de nous faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas.
Il faut vraiment rester prudent avec ces gens-là. On verra d'ailleurs ce qui va se passer de point de vue. Je crois que nous avons une petite pause à prendre et on va finir sur ce qui peut se passer au niveau justement du nouveau pouvoir américain et de ce que peut faire l'Europe face à ça. Rien. Voilà, la réponse est... Rien, parce qu'on a décidé la rhétorique de l'impuissance. Si on voulait se donner les moyens, parce que nos intérêts sécuritaires sont en jeu, on pourrait. On va en parler tout de suite, après on va finir avec cette petite pause. Blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons avec nous, et je le remercie d'être là et d'avoir entendu Pierre Lecorf, qui est humanitaire et qui est à Alep, et qui habite Alep depuis 9 ans, et qui a entendu ce qui se disait là. Bonjour Pierre Lecorf. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement, où on en est aujourd'hui? Donc je rappelle que vous êtes fondateur et président de l'association humanitaire We Are Super Heroes. Vous habitez à Alep depuis 9 ans, vous êtes là-bas. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. C'est une longue histoire. Par où commencer? Tout a changé en moins de 8 jours maintenant. Oui. Alors j'écoutais un peu ce qu'il disait avant et comme il a été dit, il est évident que Alep a été le début du renversement du pouvoir, particulièrement avec l'idée que les groupes armés sont rentrés dans la ville avec les officiers de l'armée, de l'intelligence qui avaient déjà quitté la ville un jour auparavant. Et l'armée qui s'était complètement évidée en fait de la ville. Donc ils sont rentrés, ils ont pris Alep sans tirer une seule balle. Ouais. Avec le temps qui a passé, les groupes se sont installés dans la ville, ce qui était quelque chose d'assez intense pour nous parce que on est passé d'une ligne de front à une ligne ouverte entre deux côtés qui entre guillemets étaient opposés et qui étaient considérés comme étant ennemis, et nous on était au milieu. Ouais. Et on est passé avec l'installation des groupes principalement de Hayat Tahrir Sham, ouais. de l'armée syrienne libre, des factions turques, des factions étrangères, qui se sont installées dans la ville et qui ont pris très naturellement en fait en charge les institutions, se sont installées à l'intérieur des bâtiments, ouais. ont commencé à installer l'eau, l'électricité du jour au lendemain, et en même temps on a commencé à être bombardé par les avions russes directement à l'intérieur de la ville. Ah bon, tout de suite. Ouais. Pratiquement tout de suite, c'est-à-dire que pendant l'arrivée des groupes armés, il n'y a pas un avion qui s'est présenté, il n'y a pas une balle qui a été tirée. Après 24 heures, après l'installation des groupes armés dans les institutions au sein de la ville, les avions ont commencé à bombarder le centre-ville d'Alep et à bombarder principalement des installations qui sont civiles, parce qu'ils ont bombardé l'hôpital, ils ont bombardé à côté de chez moi ici, ils ont tué mes voisins. Mmh. Ouais. Ça a été assez intense, on comprenait plus vraiment ce qui allait arriver, si on allait être tué, si on allait être tué par les avions, on a été tué par les groupes, on allait être tué par le régime quand il allait revenir, on savait vraiment pas en fait ce qui allait se passer. Beaucoup de gens se sont enfuis au fur et à mesure, mais et aujourd'hui, Pierre Lecorf, vous en êtes où? Enfin, vous sentez quoi par ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est assez étrange comme situation. Pour moi, personnellement, j'ai pris des positions qui étaient quand même très sévères initialement contre les groupes armés qui pour moi étaient des terroristes pendant toute la guerre. Je suis secouriste de guerre, j'ai passé des années à courir sur les lignes de front, les snipers me tiraient dessus, les bombes nous tombaient autour, les gens que j'aimais mouraient, les gens qu'on essayait d'aider, parfois c'est... Du coup, on avait vraiment une position qui était extrêmement contre les terroristes et qui donnait finalement visuellement une sorte de partisanisme pour le régime. Et en fait, aujourd'hui, avec le regard que j'ai personnellement, malgré tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années et les positions que j'ai prises, et étant connu et comme étant contre ces groupes armés, je ne sais pas si évidemment il y a du double langage, mais il y a une règle et il y a des lois qui ont été passées très très fortement pour ces groupes armés. Ils ont interdiction d'intervenir auprès des civils, ils ont interdiction d'intervenir, même d'avoir un mot plus haut que l'autre avec qui que ce soit. Ils ont interdiction de parler de religion avec les civils, ils ont interdiction d'empêcher les personnes de pratiquer leur religion. Il y a une mise en place dans le pays et un nouveau gouvernement qui a été installé, qui n'est pas, à part Jolani qui a été déclaré comme ministre de la Défense, mais la plupart des ministres qui ont été installés dans le gouvernement syrien maintenant sont des anciens opposants qui ont quitté le pouvoir syrien, qui étaient dans le pouvoir syrien avant 2011, et qui maintenant sont revenus au pouvoir, mais qui étaient des membres qui étaient des anciens ministres, qui étaient des anciens membres du pouvoir de Al-Assad à l'époque.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment la partie politique et la partie, entre guillemets, vis-à-vis des groupes armés, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas constaté la moindre exaction. Et il y a une liberté, en fait, qui s'est créée. Alors, pour moi, personnellement, la vision que j'ai en tant qu'humain, en tant qu'humanitaire, en tant que civil sur le terrain, pour la première fois depuis des années, je me sens en sécurité. Ça peut paraître aberrant. Oui, c'est un paradoxe, mais écoutez, vous le dites, voilà, c'est ce que vous constatez. Alors, tout le problème de savoir si ça va durer et comment ça va durer, ça, évidemment, personne ne le sait. Et écoutez, en tout cas, on peut espérer que ça dure. On arrête un peu, on va reprendre, en tout cas en partie après les informations. On se retrouve après les informations. Merci beaucoup. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français, soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on l'est dans tous ces états, dans tous nos états depuis 1 heure, entre ce qui s'est passé effectivement à Notre-Dame, la résurrection, et puis ce qui se passe et qui n'est pas fini et loin de là, Alep en Syrie, au Proche-Orient en ce moment, on a parlé avec Charles Gave et avec Patrice Franceschi, effectivement, qui nous a dressé un peu l'état des forces en présence et se dire faire attention, vous savez, à l'arbre qui cache la forêt. Et comme disait Korzybski, la carte n'est pas le territoire. Et Patrice, on se connaît depuis longtemps, on vous a souvent reçu et toujours avec plaisir pour tous ces livres que vous avez écrits, Le Tigre du samouraï moderne, La première personne du singulier, j'appelle prix Goncourt de la nouvelle, Le goût du risque, effectivement, et le risque, il est bien là de savoir si, effectivement, comment on sort de sa zone de confort. Et vous venez d'écrire, chez Grasset, de publier Lettre à la petite fille qui vient de naître. Et j'ai l'impression que c'est la première lettre et qu'il y en aura d'autres. En fait, dans le livre, il y a 24 lettres qui sont adressées, en réalité, à ma filleule, qui existe, mais qui n'est pas nommée parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez universel. Ça, en fait, s'adresse à toutes les petites filles et tous les petits garçons et à leurs parents qui viennent naître dans un monde. Parce que l'idée centrale, c'était quoi? C'est que, en fait, comment se tenir droit dans un monde qui vacille pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Comment se tenir droit dans un monde tordu? Oui. Et je crois que ça angoisse beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, vous savez, ce mouvement No Kids, plus d'enfants, etc. Or, je voulais dire à ma filleule, à sa mère et à tous ceux qui liront ce livre, un peu comme un cadeau de Noël, ce parcours initiatique que je fais suivre à ma filleule pendant 24 lettres, qu'en réalité, vivre, c'est vraiment un truc formidable. Et que quoi qu'il arrive, grâce à ces lettres d'espoir, il y a toujours une manière de vivre comme il faut, d'être propriétaire de sa vie dans un monde quel qu'il soit. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de mes camarades kurdes, qui en ce moment subissent à nouveau des épreuves épouvantables, et qui pourtant, parce qu'ils savent pourquoi ils se battent, pourquoi ils vivent, pourquoi ils existent, la liberté et la démocratie, sont quand même heureux. Et voilà, c'est ce que je voulais dire à ma filleule. Il y a tous les petits-enfants, les petites filles qui viennent de naître, parce que le monde de demain, tout le monde sait bien qu'il est sombre, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il est sombre que... En fait, le pessimisme du constat qui est nécessaire doit mener à une sorte d'optimisme du combat qui, lui, est impératif. Absolument. Et vous savez, c'était un grand poète Aragon qui disait « Ce n'est pas parce qu'il fait sombre qu'il faut manquer de tenue ». Oui, exactement. Et la tenue, c'est la tenue intérieure comme la tenue extérieure, c'est ça. Et en fait, ce que je dis pendant ces 24 lettres à tous les petits-enfants et à leurs parents, c'est simplement qu'il y a vraiment une manière d'être libre dans le monde quel qu'il soit. Et qu'on peut être propriétaire de sa vie, quelles que soient les circonstances, en réalité, en étant les maîtres complets de notre monde intérieur. Le monde extérieur, lieu de notre impuissance, les Kurdes en savent quelque chose aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà, donc, pour moi, c'était le petit cadeau de Noël que je voulais faire à ceux qui dépriment un peu. Eh bien, c'est un beau cadeau de Noël, parce qu'il faut effectivement ne jamais oublier la lumière. Lettre à la petite fille qui vient de naître de Patrice Franceschi, c'est chez Grasset. Et c'est une jolie leçon de maintien que je vous recommande. Merci. Merci André. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Voyage, voyage,
fait par les voyages avec André Berkoff qui, dans son face-à-face, reçoit aujourd'hui Jean-Alexis Pougatch, fondateur d'Air Alliance, monopole des voyages en Afghanistan entre 1970 et 79 et Forum Voyage. Alors, voyage, effectivement, voyage, et c'est intéressant. Je voulais d'ailleurs mettre cette chanson, vous savez, d'Henri Salvador, je voudrais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Cette chanson extraordinaire, il parle de 3 pays à chaque vers de la chanson. Alors, Jean-Alexis Pougatch, vous venez de publier L'œil du voyageur. Alors, L'œil du voyageur, et je dois dire qu'en regardant les pays dont vous parlez, rien que les pays dont vous parlez, je ne vais pas les énumérer parce qu'il faudrait 1 heure. Hein. Mais enfin, vous avez 50 ans, c'est votre métier, c'est votre raison de vivre, mais surtout votre vie. Bangkok, Ibiza, Haïti, Saint-Domingue, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. Afghanistan, on va en parler puisque vous êtes occupé d'Afghanistan entre juste l'invasion soviétique, 79, Miami, Vietnam, Cambodge, Gabon, Salvador de Bahia, le Brésil, bien sûr, l'Inde, votre grande prédilection, la Grande Muraille de Chine, l'Égypte, la Birmanie, etc. On pourrait encore en aller des tonnes au fond. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord, parce que c'est intéressant, vous êtes voyagiste, vous avez eu Forum Voyage, Air Alliance, enfin, beaucoup de compagnies, la Compagnie du Monde, et qu'est-ce qui a fait, au fond, vous êtes venu comment à ce goût du voyage? La curiosité. La curiosité. Ah oui, totalement. Et puis, je dois dire aussi, peut-être que ma mère et mon père m'ont aidé, ou m'ont donné l'envie de découvrir. Ah bon, comment ça? Alors c'était en Europe. Chaque fois nous allions, par exemple en Italie ou en Espagne ou dans d'autres pays, je visitais les églises, les temples, on va dire même les synagogues, et puis les musées, un peu partout en Europe. Et ça a sûrement aiguisé ma curiosité. Et puis après, il s'est passé l'Afghanistan. Par exemple, moi j'ai une formation, j'ai une licence en droit, j'ai une formation donc juridique, je devais être avocat. Et en fait, j'ai un ami qui a rencontré un grand personnage d'Afghanistan, et je suis tombé dans la bassine du voyage, et avec un de mes amis. Ah, c'est l'Afghanistan qui a vraiment ouvert la voie. Ouais. J'avais organisé à la faculté de droit, parce que le doyen Vedel à cette époque m'avait donné l'autorisation. J'avais créé une chaîne de charter à 75 francs aller-retour entre Beauvais ça fait et rêver, Londres. ça. Voilà, oui, ça fait rêver, et aussi un aéroclub. D'accord. Voilà. Et vous étiez encore étudiant, là? J'étais encore étudiant, oui. D'accord. Oui. Et j'étais à Assas, voilà, la faculté de droit qui est à Paris. Et puis l'Afghanistan, ça a été la grande aventure de ma vie. Et de l'Afghanistan, nous sommes passés au Pakistan. Merveilleuse destination à cette époque. Et puis en Inde, et en même temps à l'ouest, les États-Unis, le Canada, et puis toute l'Amérique latine. Voilà. Mais vous avez fondé, quand est-ce que vous avez décidé de fonder une compagnie, quoi, de fonder alors, en fait, nous avons été invités à un mariage que je dirais royal à Kaboul. Nous avons été, c'est-à-dire que mon ami et associé, Patrick Avran, et nous sommes restés pendant 1 semaine à ce fabuleux mariage. Et puis c'est un Français, la capitale de l'Afghanistan, hein, oui, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et ce Français qui s'appelait Gérard Lefebvre, qui est décédé malheureusement, et qui a dû se convertir à la religion musulmane pour épouser une parente du roi Zahir Shah, qui était à cette époque le roi d'Afghanistan. D'accord. Et à la suite de ils nous ont invités, la famille royale nous a invités à visiter le pays. Pendant un mois. J'y suis allé aussi avant, c'est fabuleux. Ah, c'était pour moi un des plus beaux pays du monde, si c'était le plus intéressant par l'histoire. Alexandre le Grand qui a traversé l'Afghanistan, qui est allé jusqu'au bord de l'Indus. Le Bouskashi, célébré par Joseph du Kessel. Roi, qui à cette époque se passait sur des kilomètres et des kilomètres. Et enfin tout. Donc ça vous a amené à dire je vais m'occuper de ça, je vais en faire ma vie. Non. En fait, notre ami Abdullah Lefebvre nous a proposé, Patrick et moi, de promouvoir l'Afghanistan, d'assurer la promotion de l'Afghanistan dans toute l'Europe francophone avec une situation de monopole. Et donc nous avons réfléchi, parce que ça représentait aussi certains investissements, parce qu'il fallait être agréé et monter ça à Paris, tout ce qui était promotion, et aussi nous avons créé notre propre bureau
à Kaboul, avec 2 Français qui y travaillaient, Yves Majorel et Dany Lefranc. Je m'en souviens très bien. Et là, la compagnie s'est appelée comment? Air Alliance. Air Alliance, c'est ça. Et Air Alliance n'a pas su résister aux Russes qui ont envahi l'Afghanistan en décembre 1979. Et donc Air Alliance a malheureusement disparu. Et ça a duré quelques années, quand ça même. a duré 9 ans. 9 ans, ouais, 9 quand ans, même. voilà. Donc ça a commencé comme ça. Oui, Ouais. j'avais 24 ans. Ouais. Voilà, la première fois je suis allé à Kaboul. Et voilà. Oui. Et 33 ans, à 33 ans, Air Alliance terminé. Mais vous n'avez pas arrêté là. On va en parler après cette petite pause. Et si vous avez envie de poser des questions sur le voyage, sur la manière de voyager, sur ce qui amène le voyage, posez les questions à Jean-Alexis Pougatch. 0826 300 300. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous mes états, parce qu'on parle de pratiquement tous les états du monde, avec Jean-Alexis Pougatch, qui a fait de sa passion sa vie et sa profession, L'œil du voyageur, qui vient de paraître, et qui est un livre assez passionnant parce que il parle vraiment non seulement des pays, mais de comment on réagit. Alors, il parle aussi, de ses amis, de ses amours, de ses emmerdes, comme disait un certain Charles Aznavour. Mais ce qui est vraiment passionnant, Jean-Alexis, c'est que vous êtes allé partout, et quand vous y alliez, c'est pas seulement en tant que, justement, pour le business. C'est d'abord, comme vous dites, pour la curiosité. Et je pense, par exemple, quand vous êtes allé à Haïti, vous êtes allé à des cérémonies vaudou. Haïti, normalement. Oui. Et vous avez rencontré un certain écrivain. Alors, lorsque je suis allé... Alors, Haïti a été une révélation pour moi, suite à une panne de moteur à San Juan de Porto Rico, qui se trouve à 1 heure de vol de Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Et nous sommes allés là-bas. On savait pas quoi faire. Ça durait 3 jours pour changer un moteur à cette époque. Et nous sommes allés à Haïti, invités par un Italien qui était passager avec moi. Et j'ai découvert, alors vraiment, un pays extraordinaire, avec je dirais presque une vraie civilisation. Le mot est un peu fort. Alors c'était sous la dictature de Papa Doc, le père. Les tontons Macoutes. Et de Baby Doc, après, le fils. Et les tontons Macoutes, horrible personnage. Mais Haïti, c'est la peinture. Haïti, c'est l'écriture. Haïti, c'est vraiment... Bon, une vraie civilisation. Une vraie civilisation. Je n'osais pas employer ce terme, mais une vraie civilisation. Alors, je suis allé là-bas, j'ai adoré cette peinture, j'ai rencontré très nombreux peintres, Préfet Dufaux, Philomé Aubin, qui a été le peintre fétiche des Kennedy, etc., etc. Et j'ai fait une fantastique rencontre un jour, donc, Oblin Jolicoeur, qui était journaliste officiellement, mais qui, après, j'ai appris qu'il avait un autre rôle, mais qui m'a invité un jour, donc, chez lui, dans sa galerie, en fait, dans la galerie de sa femme, et il m'a dit, viens déjeuner, etc. Bon, je viens. Et qu'est-ce que je vois en haut des marches? André Malraux. Et donc... Il était à l'époque ministre de la Culture, déjà, de De Gaulle? Non, c'est après. C'est après? Ah oui, c'est en 1975. Ah oui, c'est bien après. Après la mort du général. Oui, absolument. D'accord. Et donc, les présentations sont faites. Moi, je regarde, je n'étais pas très vieux, je regarde avec de grands yeux. Nous déjeunons. Et il me dit, au moment du café, il me dit, est-ce que ça vous intéresse d'aller avec moi, chauffeur évidemment, et puis d'aller avec moi découvrir un mouvement de peinture autodidacte, mais pas de peinture naïf. Les peintres étaient autodidactes, savaient quasiment pas parler français, ils savaient ni lire ni écrire certains, et qui étaient inspirés par le vaudou. Donc j'ai dit bien sûr, et je suis allé avec lui, et j'ai découvert ce mouvement. Et avec il y a beaucoup de grands peintres, mais le plus grand, celui que préférait Malraux, c'est Robert Saint-Brice, qui a été exposé dans tous les musées du monde, etc. Donc des rencontres, cette curiosité, les hommes, alors les locaux, Oblin Jolicoeur, qui était un personnage incroyable, mais André Malraux, d'autres, on en parlera peut-être. Vous avez juste, pour reparler d'Afghanistan, vous avez rencontré Kessel quand il préparait son roman Les Cavaliers. Absolument. Alors
j'ai été invité à un dîner, mais là, on n'a pas pu beaucoup parler. Kessel était en voyage avec un personnage important qui était un des animateurs et créateurs de 5 colonnes à la une, dont le nom m'échappe là. Mais et ça a été une rencontre très intéressante. Mais alors justement, Jean-Alexis Pougatch, racontez-moi en général, est-ce que quand vous allez dans tous ces voyages, encore une fois, vous avez parcouru les 4 continents, sinon les 5, je sais pas, vous êtes allé en Australie aussi? Non, jamais. Non. Alors, restons sur les 4 continents, c'est déjà pas mal. Est-ce que ce qui vous a intéressé, ce que vous gardez, c'est aussi les contacts avec les gens, qu'ils soient locaux ou internationaux? Est-ce que c'est aussi important, je dis ça pour tout le monde, hein, tous ceux qui ont envie, c'est important le paysage, les pays, et aussi les gens, les hommes, les femmes. Les autochtones, absolument. Ouais. Et par exemple en Afghanistan, nous avons eu des contacts aussi bien avec des gardiens de troupeaux qu'avec, il faut pas oublier qu'à Kaboul, les 2 seuls lycées qui existaient étaient des lycées français. Ah oui, les 2 seuls. Oui, ouais. Les 2 seuls lycées étaient des lycées français, un lycée de garçons et un lycée de filles, qui ont été réduits plus ou moins en cendres par les talibans et qui ont été reconstruits lorsque les Américains et les Européens sont allés à Kaboul. Malheureusement, ils sont partis, surtout les Américains, très piteusement. Mais oui, ça voilà. C'est le moins que l'on puisse dire. Et en général, vous avez fait, enfin, dans votre esprit, vous le racontez dans votre livre, vous avez fait énormément de rencontres, effectivement. Mais peut-être, encore une fois, on va pas faire une liste. Mais qu'est-ce qui vous a le plus, aujourd'hui, ce qui vous reste comme ça, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Ou si vous avez une liste d'or à faire, une première liste, ça serait quoi? Alors, franchement, l'Afghanistan. Ah ouais. Oui, parce que d'abord les paysages étaient extraordinaires et très différents. La population, alors c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais la population était très ouverte, très accueillante, ouais, sous réserve bien sûr qu'on respecte, qu'on respecte bien sûr leur façon de vivre. Bien sûr. Entre l'élite de Kaboul, on va dire l'aristocratie et les grands bourgeois et évidemment le peuple. C'était là aussi 2 mondes totalement différents. Bien sûr. Mais vraiment l'Afghanistan. Les gens m'ont fasciné. Alors les cavaliers, ce qu'appelait Kessel les chopendos, les cavaliers qui étaient dans tout le pays extraordinaires, mais partout. Alors les monuments, les mosquées, la mosquée bleue de Herat, toujours debout. Enfin, toujours debout aujourd'hui. Ah oui, toujours debout. À Djam, malheureusement, on peut pas y aller. Non, on peut pas y aller. À Djam, il y a un minaret qui fait 65 mètres de haut, et en haut, il y a il compte une partie de la vie de Myriam. En fait, c'est de Marie. De Marie, Faut pas oublier que Marie est dans le Coran. Dans le Coran, bien sûr. Absolument. Bien sûr. En fait, je dirais presque tous les personnages de l'Ancien Testament, les principaux, et du Nouveau Testament, on les retrouve. Tout à fait dans le Coran, alors, oui. Plus ou moins, je dirais interprétés, bien sûr, mais on les retrouve bien sûr dans le Coran, donc on les retrouve dans les monuments. Ouais. Voilà. Et vous voulez dire, il y a de la figuration à ce moment-là, sur le séminarie, il y a une figuration. Non, c'est pas une figure. Non, ce sont des signes, ah oui. Des signes qui racontent l'histoire, moi, c'est ce que l'on m'a dit, de Myriam. D'accord. Voilà. Et alors, à part l'Afghanistan... Alors après, tout de suite, l'Inde. Tout de suite, l'Inde. Moi, c'est le titre d'un de mes chapitres, je suis avide de l'Inde. J'y vais presque chaque année, donc... j'ai visité pour la 25e fois le Rajasthan, les palais de Maharaja, et puis il n'y a pas que les palais, mais enfin bon, tout. Et j'ai été pour la 25e fois complètement transporté, parce que c'est d'une beauté incroyable. En janvier dernier, j'étais dans le sud-est, alors c'est le Tamil Nadu et le Tamil Nadu et le toujours au Rajasthan, ça. Oui, toujours en Inde. Alors, vous savez, il y a une telle différence entre un habitant du Rajasthan, donc un Rajput, et un habitant du Tamil Nadu, qu'entre un Suédois et un Sicilien. C'est un continent. Alors, là, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils parlent. Bien sûr, il y a toutes les langues locales. Bien sûr. Il y en a beaucoup, plusieurs centaines, mais ils parlent tous l'hindi et un grand nombre
un très grand nombre, l'anglais. Ce sont les deux langues officielles du pays. On va continuer à parler de l'Inde, parce que c'est vrai que c'est un pays absolument fabuleux. J'ai visité aussi moins que vous, mais qui est passionnant. On va en parler après une petite pause. À tout de suite. Artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il y a un vice, une drogue dure, une addiction que partagent les journalistes, les hommes politiques, les milliardaires, les voyagistes, ceux qui font de ce métier une passion, et puis vous, et puis tout le monde. Hein. Qui n'a pas eu envie de connaître effectivement le monde entier? Alors ce n'est pas une nécessité, on est très très bien là où on est aussi. Hein. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Alors vous êtes côté d'Ulysse, Jean-Alexis Pougatch, quand on voit tous les pays que vous avez visités, par nécessité, mais surtout par plaisir. Alors, on parlait de l'Inde, effectivement, et c'est vrai que c'est un pays, c'est un continent, d'ailleurs, c'est un pays fabuleux. Je voudrais aussi, parce que vous avez parlé de la Birmanie, de Cuba, alors les Havane, les cigares Havane que vous dégustiez à Cuba et au lac Titicaca. Pourquoi je dis ça? Parce que on se dit, ah là là, il est milliardaire. Non, il n'est pas milliardaire, Jean-Alexis Pougatch. Non, pas du tout. Ça m'a pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais il a vécu de cette espèce d'extraordinaire amour du paysage. Donc, votre livre, dites-moi, tout ce que vous racontez, c'est exact ou c'est pas exact? Écoutez, vous enjolivez un peu. Très franchement, c'est exact. À 98%, je me suis peut-être laissé aller, mais je vais vous citer une phrase de Jean Cocteau, que je trouvais extraordinaire, c'est que il disait « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Oui, voilà. C'est très beau, c'est à la Cocteau, il a cet art. Il disait aussi « Je suis le Paganini du violon d'Ingres ». Donc c'est un peu ça aussi, effectivement. Alors, on parlait de l'Inde, on pourra en parler pendant des heures, d'autres pays, mais je voudrais qu'on fasse un inventaire, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, et vous leur diriez, par exemple, parce qu'on me pose très souvent, moi aussi, cette question, on vous la pose aussi, s'il y avait un pays où il faudrait aller vraiment une fois dans sa vie, vous diriez quoi? Alors, si je n'étais pas français, je dirais la France. Oui. Je suis français, je dis toujours la France, car c'est vraiment le plus merveilleux pays à visiter. Ne pensons pas à tout ce qui se passe en ce moment. Non, ça n'a rien à voir avec la beauté de notre pays. Et si je suis ce que je suis, c'est-à-dire l'œil du voyageur, je dirais aujourd'hui, puisqu'il y a plein de pays où on ne peut plus aller, l'Inde. Partez en Inde. Ah oui. Voilà. Ça, c'est une partie du monde. Voilà. Ouais. Alors, l'Asie qui vous a toujours attiré, d'ailleurs, et c'est vrai. Alors, les temples d'Angkor, qui étaient une ville avant, on ne peut pas imaginer qu'à Angkor, il y avait 700 000 habitants. Mais les temples aujourd'hui sont absolument extraordinaires. C'est vrai. Il faut visiter ça, c'est un vrai choc dans sa vie. En Amérique latine... Oui, vraiment les chocs de la vie. Oui, choc. Ouais. En Amérique latine, le Pérou. Le Pérou, c'est vraiment le plus incroyable pays d'Amérique latine. Je ne dis pas le plus facile, mais le plus incroyable. Pourquoi le plus incroyable? Pourquoi? Parce que il y a 3 époques, il y en a même 4. C'est vous avez la période des Incas et même pré-incaïque. Et même pré-inca. Parce que les Incas, c'est très tard. On est au 15e et 16e siècle, c'est tard. Vous avez la période coloniale qui a laissé, comme la période d'abord incaïque, les Incas, toutes ces périodes ont laissé des temples, des monuments extraordinaires. Magnifique. Le Machu Picchu, pour ne parler que du Machu Picchu. Évidemment. Vous avez la période coloniale, les Espagnols, qui ont occupé ce pays pendant très longtemps et qui ont beaucoup détruit, mais qui ont construit aussi des bâtiments merveilleux. Alors des villes comme Cusco, Arequipa, vous parliez du Machu Picchu, ça c'est les Indiens, mais vraiment extraordinaire. Et puis vous avez maintenant la période moderne, qui est aussi très intéressante, avec de très très bons architectes. Enfin, les Français ont beaucoup investi
au Pérou. Les plus gros groupes français ont des hôtels, les trains, etc. C'est incroyable. Ah oui. Ah oui, absolument. Et de vous dire, en Amérique du Sud, vous mettriez d'abord le Pérou? Oui, et tout de suite après, le Mexique. Le Mexique. Toujours, alors là, ce ne sont plus les Incas, ce sont ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait les Aztèques, et qu'on appelle maintenant les Mexicas. Ouais. Voilà. Ouais. Civilisation aussi très riche, un peu de la même période. On a du mal à croire que... bon, qu'est-ce qui se passait en Europe aussi au XVe siècle, XVIe siècle, on a passé la Renaissance, etc. Ces civilisations qui ont quasiment disparu, qui reviennent tout doucement, parce qu'il y a encore beaucoup d'Indiens, il y a encore beaucoup, et bien sûr, de mixité, on va dire. Voilà. Et le côté... la prise en considération du passé indien, donc, de ces Amérindiens, de ces pays, est de plus en plus pris vraiment comme une fierté. Ils n'abandonnent pas leur passé, ils ne font pas du passé, ils le retrouvent complètement. Alors, le problème, en Inde, c'est la même religion qui est là, présente. L'hindouisme. L'hindouisme, oui, voilà. Bien sûr. Ok. Les musulmans sont arrivés beaucoup plus tard, comme partout. On est au 9e, 10e siècle, 11e siècle. Donc c'est très tardif. Enfin, assez tardif, disons. Vrai, mais l'hindouisme est toujours là. Donc, alors qu'il y a une vraie rupture entre les Amérindiens et cette colonisation espagnole et ces pays aujourd'hui, ce sont plus... peu de gens vont sur les temples pour prier. Les temples, je parle des temples incas ou aztèques ou mexicains. Voilà, il y a une rupture. Il y a ce que j'appelle les monuments morts, entre guillemets, c'est-à-dire des lieux où on ne va plus prier ou méditer, et les monuments encore vivants, comme on trouve en Inde et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Alors quelque chose m'a frappé justement, je vais avoir si c'est souvent ou pas. Récemment, on a parlé, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, mais même dans la presse, il y avait une touriste américaine, ou je ne sais pas, enfin une touriste occidentale, qui était là, qui dansait sur un temple, et elle a été accueillie très mal par la population en bas, parce qu'elle se comportait sur un, vous savez, ces temples. Bien sûr, mais bien sûr. Alors ça se passait où? Ça se passait Je crois que c'est au Mexique. Mais oui, parce que ce sont des lieux sacrés. Ouais. Et donc, on ne va pas danser à Notre-Dame de Paris. On ne va pas danser dans une église, dans un village. Bien sûr. Bon, sauf si cette église, malheureusement, est fermée et qu'elle est rachetée par une boîte de nuit, comme ce fut le cas à New York, par exemple, bien sûr. Mais cette touriste a profané un lieu sacré. Oui, parce qu'elle avait été très mal accueillie. Et c'est normal, ça. Moi, je respecte ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une culture à faire pour les touristes quand ils vont quelque part? Parce qu'on ne va pas incriminer, on ne va pas, etc. Le tourisme est devenu une des principales industries mondiales. Oui. Donc, et puis la première en France. La première en France. Oui. Hein, ouais. Et est-ce que vous seriez pour, par exemple, enseigner, je dirais, les cultures à l'école, ou je ne sais pas, de façon à ce que les gens qui vont quelque part soit un peu plus imprégné de la culture de tel ou tel pays. Est-ce qu'on peut, non pas éduquer, il ne s'agit pas mais... Écoutez, c'est tellement vaste que c'est impossible. Déjà, je pense que aujourd'hui, on enseigne très mal l'histoire de France. Oui, c'est vrai. Très mal. Et je pense pas que cela soit possible dans le milieu scolaire. Par contre, lorsque vous partez, quel que soit le pays, vous allez à Ibiza, par exemple. Alors, Ibiza, bling bling, etc. Mais le vieil Ibiza, fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est magnifique. Donc partout, même dans des lieux qui ont l'air bling bling, je veux dire, vous retrouvez l'histoire. Donc, il faut lire un peu. Il faut se documenter, il faut acheter un guide ou aller sur Wikipédia ou autre. Voilà, je veux dire, il ne faut pas, sauf si on veut juste, prenez l'exemple d'Ibiza, si on a envie juste... Oui, si on a vu plage, mer, soleil Mais on peut faire les deux. Oui, absolument. On peut absolument faire les deux, parce que l'accès est simple à partir du moment où on y est. Et vous dites que dans tous les endroits, il y a justement ce côté du passé qui est encore là. Et qui ressurgit, mais vraiment, comme Ibiza. La ville d'Ibiza, qui est riche par les touristes qui sont là, etc., a investi énormément d'argent dans
je dis, c'est pas la reconstruction, hein, mais dans la rénovation. Restauration. Voilà, absolument superbe et très, 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 très bien fait, parce que c'est l'UNESCO qui supervise. C'est pas l'UNESCO qui finance, bien sûr, mais qui supervise. Vous partez à Haïti. Haïti, c'est extraordinaire. Il y a 2 très grands monuments. La citadelle, qui a été construite par le roi Christophe, qui a été le premier roi d'Haïti après que les Français aient dû quitter le pays. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le général qui est mort du typhus des troupes françaises était le gendre de Napoléon Ier. Il avait épousé Pauline Bonaparte. Mais on retrouve toujours la culture qui est là, etc. Et vous avez donc la citadelle, qui est immense. C'est plus grand, c'est pas Vauban, mais c'est plus grand que les monuments de Vauban. D'accord. Voilà. Et vous avez le palais Sans Souci, qui était le palais de Madame Pauline Bonaparte, construit par Madame Pauline Bonaparte, pour Madame Pauline Bonaparte. Alors partout, on peut retrouver. Bon, vous allez en Afghanistan, qui est un pays avec tout ce qu'on reçoit aujourd'hui. L'Afghanistan vous obsède. Ah oui, complètement. complètement. Et je pourrais jamais y retourner. Si. Bon, on peut espérer que un jour. Enfin bon, c'est vrai que c'est mal barré. Et alors, juste les États-Unis. Alors, les États-Unis. Alors, j'y suis allé, j'y suis retourné. Je ne dirais pas comme mon ami Jacques Séguéla, je prononce le nom parce que il est dans le livre, dans mon autobiographie. Je dis pas que si on n'a pas une Rolex, on est nul à 50 ans, mais je dirais que si on n'a pas visité New York, il faut vraiment faire le maximum pour essayer d'y aller. Voilà. Ouais, New York, c'est vraiment... C'est un incontournable. C'est incontournable aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, et alors pourquoi? Attendez, expliquez. Pourquoi? Pourquoi oui, vous me dites New York, pourquoi il y a des tas d'autres endroits dans le monde? Parce que c'est incroyable. L'histoire est incroyable. Cette île, enfin presqu'île, pardon, a été achetée par les Hollandais. Aux Indiens. New Amsterdam, ça s'appelait. New Amsterdam, ça s'est appelé New Amsterdam, a été acheté par les Hollandais aux Indiens Lenape. Pour 3 colifichets, je ne sais plus combien de florins, enfin bon, etc. Et puis il y a le développement, puis après c'est les Anglais qui sont installés, et puis jusqu'à la guerre d'indépendance menée par le général Washington, elle fut la capitale des États-Unis. Puis après, c'est allé à Washington, bien sûr, et New York a été peuplée par le monde entier. En fait, c'est la ville-monde, New York, on peut dire, la ville-monde. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que on peut aller à New York, et on doit aller à New York. Et quand on va à New York, il faut aller sur l'île, une petite île qui s'appelle Ellis Island, où furent accueillis les millions d'émigrés venant de l'Ouest, bien sûr. Voilà, bien sûr. Les millions. Et moi, j'ai un grand-père paternel qui est allé jusqu'à New York sur le Lusitania, fameux bateau qui a été bateau mythique, qui a été coulé par les Allemands. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ou il n'a pas été accepté, ou ça lui a pas plu, etc. Il est retourné en France. Heureusement d'ailleurs, parce que je préfère être français qu'américain malgré tout, bien que j'ai des amis américains merveilleux. D'accord, on va continuer à parler de ça, du monde, de l'œil du voyageur avec Jean-Alexis Pougatch. C'est vrai que ce qui est passionnant, c'est encore une fois la découverte. Et je vous souhaite vraiment à tous, à toutes, le bonheur d'aller et de découvrir, parce que c'est un des plus beaux bonheurs qui soit. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avant de retrouver André Berkoff et de repartir voyager, nous allons avoir les résultats du grand sapin de Noël Sud Radio. Et c'est maintenant, pour ouvrir un cadeau en direct, nous avons avec nous Tony. Bonjour Tony. Bonjour, vous allez bien? Eh bien ça va, et vous? Ah ben oui, bien sûr. D'où est-ce que vous nous appelez Tony? De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, félicitations, vous avez été sélectionné parce que vous êtes notre 21e appel, bravo. Et derrière ce chiffre magique, vous gagnez un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Un beau cadeau, Tony, pour vous. Eh ben c'est parfait, je vous remercie beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Merci à vous, Tony. Vous êtes grutier, c'est ça? Oui, exactement. Bon, ben, comme ça, vous pourrez prendre de la hauteur et mettre votre Bluetooth. Voilà. Et d'ailleurs, vous êtes en haut de votre grue,
Tony? Non, le chantier est presque fini, donc je viens d'en bas maintenant. D'accord. Voilà. Merci, et puis profitez-en bien, Tony. Hein. Oui, merci Écoutez-nous. beaucoup. Merci. Et Merci, puis bonne journée. et puis je rappelle à tous nos auditeurs que le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Eh bien, nous sommes toujours, effectivement, nous aussi dans les hauteurs des voyages, avec Jean-Alexis Pougatch. Encore une fois, il vient de sortir son livre « L'œil du voyageur ». Et puis voilà, il nous fait voyager. C'est très, très, très important de nous faire voyager, parce que très sincèrement, ça fait partie, vous savez, les migrations, tout ça, les nomades. Mais les nomades, on oppose les nomades vous savez, aux gens, les gens des arbres et les gens des bateaux, les anywhere et les somewhere. Eh bien, en fait, nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Nous sommes, de ce point de vue, heureux d'être où on est, identité, avec racines, mais aussi les racines, on peut voyager. Vous savez, les chambres, c'est très important, les arbres. Et Jean-Alexis Pougatch, alors on parlait de l'Inde, on parlait de là où on peut aller un peu partout, on parlait de New York, évidemment, cette ville-monde incroyable. Et moi, je me rappelle d'ailleurs de voyages, notamment sur vos conseils. Je suis allé à Bangkok. Et Bangkok, ce n'est pas seulement les salons de massage. Il faut dire ce que c'est que la Thaïlande, parce que beaucoup de gens disent ah oui, c'est Phuket, c'est etc. Le sexe. Il n'y a pas que ça. Loin de là, en Thaïlande et à Bangkok. Alors, je déconseille de partir en Thaïlande pour le sexe. Parce que ça peut être très agréable, mais ce n'est plus ce que c'était. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses, il y a toujours eu beaucoup d'autres choses à voir en Thaïlande. Bangkok est une ville très intéressante. Il y a de très beaux monuments, alors palais royal, de grands temples magnifiques, des pagodes superbes. Il y a aussi des canaux dans le vieux magnifique. Bangkok, le coin de Thonburi. Et puis il y a le pays. Alors le pays, c'est le nord, avec des villes comme Chiang Mai et Chiang Rai. Moi, j'ai une passion pour Chiang Rai et surtout pour les alentours. Aujourd'hui aussi, il y a deux phénomènes qu'on retrouve simplement à Barcelone. C'est assez drôle. Ouais. C'est la construction de temples par des architectes. Il y en a un qui est décédé, mais par des architectes contemporains, et de temples qui n'ont pas de date de finition. C'est-à-dire que ça se construit tout le temps. Et vous voulez des temples qui se construisent en permanence? Voilà, en permanence. Et c'est vous trouvez ça à Barcelone, c'est pas très loin de chez nous, avec la Sagrada Familia. Ah oui, bien sûr. Et oui. Du grand Gaudi. Sagrada Familia qui continuait à toujours. Bon, à un moment, bien sûr, il faut que ça s'arrête parce que Barcelone, on peut pas construire. Il faut du terrain. C'est plus facile d'avoir du terrain. Mais là-bas, en Thaïlande, ils continuent à construire. Il y a 2 grands temples et c'est assez extraordinaire. Avec le côté absolument incroyable parce que vous avez. Alors là, pour reprendre ce que vous me disiez tout à l'heure, André, c'est que vous avez. Alors, dans le temple qui est sacré, vous avez malgré tout des publicités pour des bières thaï, la Singapore, vous avez des publicités pour dans le temple. En même temps, vous avez des Bouddhas, en même temps, vous avez des divinités. Et bon, faut prendre le tout. C'est intéressant. Voilà, c'est comme ça. C'est fantastique, mais il faut faire très attention. Coca-Cola et Singapore dans les temples. Absolument. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'on parle du sexe pour la Thaïlande, mais par exemple, il faut savoir que c'est un pays très pudique. Oui, comment imaginer que ce soit un pays mais très très pudique, mais alors qu'on parle. Mais business is business. Mais ça a été transformé pour les touristes, etc. Bien sûr. Voilà, et dites-moi, vous parce qu'on pourra en parler, mais vraiment, je vous renvoie au livre. Lisez-le parce qu'il y a énormément de justement par rapport à vous mêlez un peu la vie, vous vivez encore une fois vos amours, vos emmerdes, vos amitiés, etc. Mais toujours à travers des endroits de rendez-vous. Et franchement, on apprend beaucoup de choses en lisant ce bouquin parce que on se pénètre de telle ou telle atmosphère, de tel ou tel endroit, de tel ou tel effectivement paysage. Et ce qui est formidable, et je voudrais qu'on
réfléchir là-dessus. On dit, Jean-Alexis, oui, c'est la mondialisation, c'est fini, tout le monde est maintenant est sur le même moule. Voilà, on a effectivement les mêmes enseignes un peu partout, les mêmes, les McDo, les Coca, les machins et compagnie. Ça, on le sait, hein, on l'a dit, on l'a répété. Mais dans chaque pays, il reste quand même une part de découverte, ou pas? Absolument, il reste une part de découverte. Mais prenons, je ne voulais pas citer, il y a une ville que j'adore, c'est Venise. Alors on me dit, oui, Venise, il y a toutes les grandes marques, etc. Non, il y a une grande rue où il y a toutes les marques, mais tournez à gauche ou à droite, et vous êtes middle of nowhere, il n'y a personne. Et vous découvrez Venise, les canaux, à votre rythme, etc., etc. Donc à chaque fois, dans tous les pays, y compris en France, il faut savoir tourner à gauche ou tourner à droite. En fait, faire le pas de côté. Mais absolument, c'est ça. Voilà, c'est mieux dit que je ne le dis. Non, c'est effectivement le pas de côté, et c'est vrai, vous avez raison de nous ramener en France, parce que moi, je passe très souvent à aller visiter un peu partout, et il y a des petits villages, mais ravissants. Magnifique. Mais même des grands. Enfin, la semaine dernière, je dis ça, j'étais à Troyes, en Champagne, dans l'Aube. Oui, c'est beau. Mais il y a un village médiéval extraordinaire, et c'est conservé, c'est magnifique. Je comprends pas, les gens... Allez, ayez la curiosité d'aller voir, c'est pas loin. Hein. Oui, parfois, les étrangers sont beaucoup plus curieux que les Français, je parle de la France. Oui, bien sûr. Ils connaissent tout, comme quand ils aiment le vin, ils connaissent tous les petits vins, les petits vignobles, pas les grandes marques qu'ils retrouvent, non, les petits vins, les petits vignobles, les petits champagnes, les petits... Fantastique. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est tout, mais il faut absolument. Et puis, vous m'avez posé la question, la découverte, la rencontre avec les gens, comment ça m'est venu. Alors, j'ai, comme tout le monde, j'ai appris et lu Montaigne à l'école et au collège. Et Montaigne a une phrase merveilleuse. Montaigne dit « Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle à celle des autres ». Ben écoutez, c'est une très belle phrase, et je dois dire qu'ici à Sud Radio, dans mon émission, je passe tous les jours à frotter ma cervelle à celle des autres. Et qu'est-ce que ça fait du bien, et qu'est-ce que ça enrichit. Et alors, je me permets de dire une chose. Alors, j'ai visité une centaine de pays, mais bien visité, c'est énorme. Bon, et alors je vais faire une déclaration. C'est pas une déclaration, mais je vais essayer. Je la fais très rapide. La France, vraiment. Nous, Français, on a vraiment beaucoup de chance d'être nés en France. Et quand on voyage, que ça soit en Europe ou dans le monde, on prend conscience d'un certain privilège, malgré tout ce qui se passe. Bien sûr. Bah écoutez, voilà, les privilégiés parlent aux privilégiés, il faut le savoir quand même.